L'expérience, ça serait d'aller beaucoup plus vite dans un premier pays, de mettre toute la boîte en anglais, typiquement. Donc ça nous a demandé énormément d'efforts, de tout refaire toute notre documentation. On avait des Allemands qui arrivaient, ils disaient « mais je comprends rien ». Mais dans les premières années, je me disais, je sentais quand même un complexe d'infériorité à me dire bon bah, en fait, je suis pas au niveau quoi. Moi, je suis dans un modèle et un écosystème où on va essayer de prendre le maximum de risques pour résoudre le plus gros problème possible à l'échelle mondiale et apporter le plus de valeur possible. Donc c'est juste une question de dans quel monde on évolue. Mon monde, c'est celui-là. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de System Sales, le podcast qui donne enfin la parole aux ingénieurs pour leur permettre de partager avec vous leur parcours exceptionnel dans la vente, l'entrepreneuriat ou encore la transition énergétique. Avant de vous présenter l'invité, je tenais à vous remercier chaleureusement, vous les auditeurs et tous mes invités, car après seulement 4 mois de lancement, nous avons atteint les 1000 écoutes. C'est fabuleux, exceptionnel, trop de la balle, je suis archi content. Franchement, je ne m'attendais pas à un tel succès. Merci à tous. Dans ce 12e épisode, je reçois Jean-Daniel Guyot, cofondateur et membre du directoire de Memobank. Anciennement fondateur de Capitaine Train, il est devenu business angel et investisseur. Jean-Daniel va nous expliquer comment il perçoit les raisons de son succès passé et comment utiliser son expérience pour créer la banque numéro 1 des PME en 2021. Dans cet épisode, nous avons parlé aussi de développement à l'international et nous avons aussi beaucoup échangé autour de l'environnement startup en France en 2021. Quels sont ses critères en tant que business angel et en tant qu'investisseur ? Dans cet épisode un peu spécial, nous avons fait un petit jeu avec Jean-Daniel. Il n'avait pas le droit de prononcer les mots banque ni train. Suite à ce jeu, nous allons faire une donation à l'association 1001mots.org, association qui lutte pour l'égalité des chances via l'éveil et le langage. Alors dans l'épisode, vous allez voir, on avait parlé de 10 € par mot interdit prononcé et nous avons décidé de changer ce montant pour 100 € par mot interdit à prononcer. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, m'encourager et donc pouvoir continuer à écouter ces passionnantes interviews, je vous encourage toujours à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et à laisser votre avis. Je lirai une sélection de vos commentaires à chaque début d'épisode. Avant de démarrer cet épisode, je voudrais te parler d'une solution innovante que j'ai découverte pour générer des propositions commerciales très rapidement, complètement interactives, dynamiques et beaucoup plus encourageantes vis-à-vis de tes clients qu'un simple PDF. Comme toi, avant, je passais des heures à produire, corriger et envoyer des propositions au format PDF, à les envoyer en pièce jointe d'un email. Cela créait de la frustration de chaque côté, de la part du client qui attendait la dernière minute pour recevoir les informations voulues, de l'angoisse de mon côté car je ne savais jamais comment le support était reçu et perçu une fois le document envoyé. J'ai longtemps cherché un outil qui me permettrait de basculer d'un PDF sans vie en un espace collaboratif entre moi et mes clients, mais aussi entre moi et mes équipes. Aujourd'hui, tout cela est rendu possible grâce à pan.app, un outil qui va te permettre d'organiser un storytelling poussé et personnalisé pour tes prospects avec des propositions au format web. Si cet outil t'intéresse, je te mets un lien dans le descriptif de l'épisode. Grâce à ce lien, tu auras de ma part 2 mois offerts sur ta licence annuelle. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour Mathieu. Alors, je reçois aujourd'hui dans ce nouvel épisode de System Sales, Jean-Daniel Guyot, cofondateur et membre du directoire de Memobank. Est-ce que tu veux... Alors, avant que tu te présentes... Voilà, je vais juste faire une petite introduction. Donc, avant que tu te présentes, on va faire un petit jeu pendant cet épisode. C'est-à-dire que Jean-Daniel et moi n'avons pas le droit de prononcer en français et en anglais, évidemment, les mots train et les mots banque. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que Jean-Daniel va devoir se présenter après. Voilà. Et donc, à chaque fois qu'on va prononcer l'un de ces mots, parce que ça va forcément arriver, sauf si nous sommes très bons, je ferai le décompte au montage et on versera 10 € par mot prononcé à l'association du choix de Jean-Daniel qu'on déterminera après l'épisode plus tard. Voilà. Ce que je ne vais pas faire et ce qu'on ne va pas faire non plus, c'est aller dans l'ultra détail du parcours de Jean-Daniel et de comment il en est arrivé là aujourd'hui. Pour ça, je vous conseille d'écouter un épisode du podcast qui s'appelle « La combinaison ».
ou dans lequel Jean-Daniel, pendant 2 heures, détaille avec beaucoup de précision son parcours et l'aventure de ces 2 entreprises. Voilà pour l'introduction. Jean-Daniel, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs en prenant en compte évidemment les contraintes du jour? Bien sûr. Donc Jean-Daniel Guyot, je suis ingénieur de formation, ingénieur en logiciel ou en système d'information. J'ai très vite, enfin, même avant la fin de mes études, eu l'envie d'entreprendre. Donc très vite dans ma carrière, j'ai créé une première entreprise. Et puis de fil en aiguille, j'en ai créé d'autres. Je me suis lancé dans quelques projets. Celui qui a eu le plus de succès pour le moment, c'est un service de vente de billets ferroviaires que vous connaissez sûrement et qu'on a revendu en 2016, et puis on a fait entrer la maison mère en bourse en 2018 à la bourse de Londres. Et après je me suis relancé dans un autre projet parce que c'est ce que j'aime faire, et puis peut-être que c'est la seule chose que je sais faire, qui était de créer un établissement de crédit. Le premier établissement de crédit mais je vais le dire quand même le mot banque une fois parce que c'est plus clair, on veut faire le premier établissement de crédit européen à destination des PME. Et PME pour nous, c'est, on y reviendra peut-être, mais des entreprises assez matures qui font en gros à partir d'1 million d'euros de chiffre. Et on considère que c'est celles-ci qui ont été les plus mal desservies dans le marché dans le marché financier sur les 20-30 dernières années. Et donc on veut résoudre ce problème. Très clair. T'es très bon quand même. On peut dire que sur la partie train, tu l'as jamais dit encore. Hein. Voilà. Comme ça, moi aussi, quoi qu'il arrive, je mettrai 10 euros au pot, quoi. Ouais, eh ben, écoute, je pense que comme introduction, c'était pas mal du tout. Aujourd'hui, je voulais surtout qu'on discute avec toi de 3 choses. Enfin, parmi d'autres, je pense que l'interview va être assez libre. Je voulais qu'on prenne un petit peu de recul par rapport à comment t'étais quand t'étais jeune, et quels sont les conseils qu'on peut donner. Je voulais qu'on parle aussi un peu d'expansion à l'Europe, parce que c'est un sujet, je pense, qui va intéresser les entrepreneurs de start-up françaises. Je voulais qu'on parle aussi un petit peu de méthodologie et de comment réussir un petit peu ces levées de fonds. Voilà, 3 sujets assez vastes. Donc, on va essayer de tenir quand même l'horloge. Je reviens un petit peu en arrière. Revenir en arrière. Comment aujourd'hui, avec le recul, tu évalues ton parcours justement, et quels conseils tu donnerais à ton toi, Jean-Daniel de 20 ans justement? Est-ce que tu referais les mêmes choix, ou tu prendrais des raccourcis pour aller encore plus vite? Je ferais évidemment des choix soit différents, soit j'opterais pour beaucoup de raccourcis que j'ai découverts, mais j'ai souvent tendance à dire qu'il parfois il n'y a pas de raccourci pour apprendre certaines choses. Il faut faire des erreurs, il faut buter sur certains trucs, il faut aussi avoir énormément de chance. Je considère que j'ai été très très chanceux dans ma vie personnelle et professionnelle. Et du coup, oui, il y a plein de choses que je referais différemment, mais malgré tout, ça m'a permis aussi d'apprendre énormément de choses. Le fait, par exemple, de faire beaucoup de métiers différents, de faire des métiers qui sont des métiers soit physiques, par exemple, l'été, de faire des métiers qui sont très divers, que ce soit
de travailler. Alors moi, mes parents étaient dans la région des pruneaux d'Agen, donc tout le monde est un peu dans les fruitiers quand quand on veut avoir un boulot d'été. Mais le fait de pousser des pruneaux pendant des heures et des heures sous la chaleur et ne faire que ça de toute une journée, ou faire du tra-8 à laver des usines de haricots verts, tout ça m'a appris plein de trucs. Ça m'a appris énormément de choses. Donc je pense que ce que je pense être hyper intéressant, si je me donnais un conseil, je l'ai pas fait, comment dire, je l'ai fait parce que je devais le faire, parce que je devais gagner de l'argent, tout simplement, parce que sinon, je voulais vivre normalement, donc j'ai fait beaucoup de métiers différents. Mais si je devais me donner un conseil, c'est justement d'avoir cette variété de métiers, de découvrir plein de choses, de découvrir des métiers qui sont pas forcément des métiers tertiaires, de comprendre comment réagissent les personnes. Donc, donc ça m'a appris énormément. Et si c'était à refaire, je le referais consciemment. En tout cas, je l'ai fait inconsciemment, mais je le referais consciemment. Ensuite, j'ai toujours eu envie d'entreprendre. Autant que je me souvienne. Donc je me rappelle que pendant l'école, je me faisais des plans. Alors évidemment, on est toujours on essaie toujours de régler les problèmes qu'on a autour de soi. C'est difficile d'inventer des projets qui sortent de nulle part. Donc moi, par exemple, quand j'avais, je sais pas, 18 ans et que je m'étais construit mes premiers ordinateurs, évidemment, la première chose que je pensais faire, c'était faire une boutique pour vendre des ordinateurs, puisque c'était ce que je savais faire. Alors à l'époque, on construisait ces ordinateurs. Ça n'existe quasiment plus, mais c'était la norme à l'époque. Où je créais des petits projets. J'ai toujours eu cette sorte de frustration on peut faire mieux. On peut toujours faire mieux. Et donc au début c'était juste des choses sur du papier, et puis de fil en aiguille, petit à petit, aussi avec la junior entreprise à l'INSA, j'ai monté des projets, j'ai commencé à m'organiser, j'ai commencé à faire des choses, et puis ça a été une continuité, ça a été quelque chose d'assez naturel pour moi de créer des projets. Et ensuite, il y a plein de choses que j'ai apprises, mais c'est difficile finalement de les apprendre sans faire les erreurs. Par exemple, quand on a créé notre première vraie grosse entreprise pour vendre de la billetterie ferroviaire, on était 3 ingénieurs. On s'est lancé là-dedans en se disant, bon, tout ce qui est intéressant, c'est le produit et la tech. Le marketing, les ventes, tout ça, on s'en fiche un peu. C'est pour les gens qui savent pas faire des bons produits, ça. Si on fait du marketing, c'est qu'on a quelque chose à cacher, quoi. Et donc on est parti en se disant, bon bah voilà, on va faire un produit, puis il va marcher de soi-même, parce qu'il sera bon, tout simplement. Évidemment, c'est une grossière erreur. Tous les ingénieurs qui sortent d'école pensent un peu ça, mais c'est assez stupide à posteriori. Mais il fallait qu'on fasse cette erreur-là aussi pour se rendre compte que non, en fait, le marketing, ça sert à quelque chose, les ventes, ça sert à quelque chose. C'est pas parce qu'on a le meilleur produit qu'on gagne. Sur les RH aussi, on a fait beaucoup d'erreurs, ou en tout cas on a testé beaucoup de choses. Je sais pas si c'était vraiment des erreurs, mais on a testé beaucoup de choses. Donc par exemple, quand on a démarré l'entreprise, on s'est dit, on va tous se payer, franchement, les structures de salaire, les choses comme ça, là c'est nul, on va tous se payer la même chose. Donc il y a un moment chez Captain, on avait tous le même salaire. Voilà, on s'est dit on va conserver ça pendant longtemps. Puis évidemment, on s'est confronté très vite à des problèmes par rapport à cette décision. Et donc on a fait l'erreur. Et puis petit à petit, je me suis pris au jeu des RH, et j'ai compris aussi que les RH c'était vraiment utile, que c'est hyper intéressant, et que si on faisait ça bien, il y avait une énorme valeur ajoutée à apporter à l'entreprise. Okay. Voilà. Alors du coup, je t'interromps juste à l'époque de Capitaine Chouchou là. C'était quoi l'erreur justement d'avoir un mode de fonctionnement ultra socialiste avec des salaires équivalents pour tout le monde? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec ça? C'est intéressant comme point. Ça fonctionne pas parce que ça fonctionne à un moment parce qu'on est 5 et parce qu'on a à peu près tous le même niveau, et puis il y a aussi les mêmes besoins, mais un salaire ça correspond à une rémunération plutôt qu'un salaire. La rémunération, c'est pas forcément que le salaire. Une rémunération, ça doit correspondre à une valeur ajoutée
et aussi, mais bon, généralement ça va ensemble, mais et aussi il y a un besoin de l'employé. Si j'ai 40 ans, 3 enfants, j'ai évidemment pas les mêmes besoins que quelqu'un qui sort de l'école ou voilà, et ça donc ces deux, il y a ces deux choses à admettre et à mettre en place, et du coup on s'est pas mal passionné pour cette question, surtout moi. Donc ça, c'est vraiment un truc qui m'a taraudé. Donc j'ai regardé beaucoup de choses qui s'étaient fait à l'époque. Donc il y avait une époque où c'était les entreprises. Alors les entreprises US, je trouve la Silicon Valley, je le dis souvent, mais on dit souvent que la Silicon Valley, ils sont plus en avance que nous. En réalité, ils sont pas beaucoup plus en avance sur le plan technologique. Ils sont un peu en avance sur le plan business, c'est-à-dire que les entreprises adaptent plus vite des choses qu'en Europe, ou les nouveautés qu'en Europe, mais ils sont surtout en avance sur la partie RH. Et du coup, on s'est beaucoup inspiré de ces évolutions-là, parce que eux, ils ont été confrontés. Aujourd'hui, on a une pénurie de talent, mais eux, ils ont été confrontés beaucoup plus tôt que nous à ça. Ils ont été confrontés aussi à un grand pays, donc les politiques de télétravail, par exemple, c'est un problème qu'ils ont rencontré il y a longtemps. Et donc, il y a eu des politiques RH qui se sont mis en place et une théorisation des choses et plein d'essais, plein de tests qui se sont mis en place. Donc, que ça soit, par exemple, chez les Apos, où nous, on avait pris l'exemple de Buffer, où ils avaient fait une grille salariale et ils la rendaient publique. Donc, on pouvait voir, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais on pouvait voir le salaire de tous les employés de Buffer en ligne, du fondateur jusqu'à n'importe qui est entré. Alors, la loi française ne nous permet pas de faire ça, mais on s'est beaucoup inspiré de ça pour justement créer des grilles salariales, créer un système auquel tout le monde puisse adhérer et tout le monde puisse se dire « Ok, ça me semble honnête et ça me semble juste ». Voilà. L'important, c'est qu'une rémunération, elle soit ressentie comme juste par la plupart des employés. Alors, on peut pas faire l'unanimité, les systèmes RH parfaits, ça n'existe pas, mais on peut s'approcher de quelque chose beaucoup mieux que les systèmes qu'on a connus avant, où c'était très obscur et tout. Par exemple, alors typiquement en tant qu'ingénieur, quand on sortait de l'école et qu'on allait dans des grandes boîtes, j'ai plein d'amis, peut-être que toi aussi tu as vécu ça, où on rentrait dans une grille salariale où, par exemple, le salaire était lié au diplôme qu'on avait eu. Ça a aucun sens. C'est à la fin, ça semble complètement injuste. Si on apporte de la valeur, c'est pas du tout lié, parfois pas du tout lié au diplôme. Ça peut l'être, mais ça a aucun rapport, quoi. Je crois que de mémoire, j'ai abordé ce point avec Franck Neal dans l'épisode 1 du podcast, justement, où il me disait quand dans le système, lui, il avait travaillé en Angleterre, dans le système anglo-saxon, tout le monde rentre à un salaire à peu près équivalent en fonction de son expérience, etc. Mais à peu près, voilà. Et après, ils font monter les gens assez rapidement en fonction de leur capacité de démontrer dans leur poste et dans l'entreprise, quoi. C'est un petit peu le même... Oui, il y a les pays où c'est beaucoup plus lié à ça, effectivement. Ouais. On peut citer aussi le Japon, on peut citer les US, où c'est beaucoup plus lié à la performance, à la valeur ajoutée de la personne dans l'entreprise que nom qui est sur le nom de l'école, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Et vas-y, excuse-moi. Ouais, non. Et du coup, j'ai même créé une boîte sur ça. Alors, je suis cofondateur, mais je suis pas du tout opérationnel, qui s'appelle ClearEdge sur cette question-là, parce que ça me passionne tellement que je pensais qu'il fallait vraiment en faire quelque chose. Donc, et le but de ClearEdge, c'est ça, c'est comment mettre en place un système de rémunération qui puisse évoluer, qui colle justement à la réalité du marché, et qui satisfasse tous les employés, et puis qui aussi facilite le travail des RH. C'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. Ok. Je refais un peu la parenthèse RH. Tu nous offres une petite transition avec la mention de ton autre projet. Comment aujourd'hui t'es focus à 100% sur l'entreprise Memobé, ou tu es multicasquette et tu as des multiples projets sur la table, et parce que voilà, comment tu gères ton emploi du temps aujourd'hui?
Ah oui, c'est 100% de mon temps, c'est sur l'établissement de crédit qui s'appelle Memo B, effectivement. Et puis les pourcents en plus sur d'autres projets, soit en tant que business angel, soit ça m'est arrivé du coup avec Clearwage de créer une boîte mais sans être opérationnel et de laisser les opérations à des gens de confiance. Mais oui, 100% du temps sur le projet principal. Ok. Et je reviendrai sur la question des business angels justement, mais juste un petit point. Du coup, en termes de productivité aujourd'hui, est-ce que tu as des choses particulières que tu as mis en place? Tu as l'air d'être quelqu'un, déjà une formation ingénieur qui crée depuis longtemps. Enfin, tu as l'air d'aller à fond dans les sujets. Est-ce que toi, tu t'es appliqué des méthodologies de productivité particulières ou... J'en ai essayé beaucoup. Je pense que ouais, c'est quelque chose d'assez intéressant, mais après ça a beaucoup évolué en fonction de mon métier. Parce que en fait, je suis progressivement passé d'ingénieur logiciel à directeur, chef d'entreprise, manager, ce qui change beaucoup les choses. Donc je dirais que quand j'ai commencé ma première grosse entreprise et que j'étais un des principaux développeurs, forcément je travaillais beaucoup sur ma productivité personnelle. Comment je peux être le plus efficace, comment on peut avoir des organisations de produits qui sont les plus efficaces possibles, comment je répartis mon temps, quels outils je vais utiliser. Donc l'expert aujourd'hui de la productivité, un des experts français, c'est Jonathan Lefebvre qui travaille avec moi. Vous pouvez aller regarder son blog, c'est hyper intéressant. Moi, j'utilise toujours pour la productivité personnelle. Mais aujourd'hui, moi, mon métier, c'est plus la productivité de l'entreprise. Comment le projet va aller le plus vite possible, sans parler de ma personne à moi. Ok. Donc... Et sur ce sujet-là, justement, sur la productivité de l'entreprise, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu ? Alors c'est là que mon métier a énormément évolué. D'abord parce que d'une part, il a fallu que je réfléchisse à des systèmes d'organisation. Ce qui est assez complexe au final. C'est des choses qui évoluent énormément, surtout dans le logiciel. Comment on va produire le logiciel avec le moins de défauts possible, en étant le plus efficace possible et aussi en étant le plus heureux possible, parce que c'est aussi ça, il y a une question on est quand même dans des métiers intellectuels, il faut que il y a une question d'équilibre aussi mental. Comment on fait pour que on coche toutes les cases et que tous les feux soient verts, qu'on soit vraiment heureux de résoudre les problèmes de nos clients en ayant un système efficace. Et puis petit à petit, il y a eu aussi la question du management. C'est-à-dire comment je fais en sorte pour déléguer le mieux possible pour que justement ça fasse effet boule de neige. C'est-à-dire que si je délègue, à la fin, la productivité de l'entreprise, elle réside surtout dans les personnes qui sont ce qu'on appelle en bout de chaîne, même si j'aime pas du tout ce terme, mais en gros, au bout de l'organigramme, les personnes qui font. C'est pas les managers qui vont faire la productivité de l'entreprise. Par contre, ils peuvent l'handicaper énormément. Donc le but du jeu, c'est comment on fait pour que la personne qui va être face à son écran, face à un problème, va être capable de décider elle-même, de manière à ce que le cycle de décision soit le plus rapide possible. Donc c'est toute une question de comment je fais pour qu'à l'échelle de l'entreprise, les cycles de décision soient les plus rapides possibles, que tout s'enchaîne bien, que les personnes puissent décider d'elles-mêmes, de manière à ce qu'il y ait des boucles extrêmement courtes en fait, et que on ne soit en train de résoudre que les gros problèmes à l'échelle de la boîte, quoi, et que tous les petits problèmes du quotidien puissent être résolus à l'échelle de l'individu. Donc ça, c'est pas un travail d'ailleurs que j'ai fini du tout. Enfin, c'est peut-être même un travail que je finirai jamais. Mais c'est ça qui a changé fondamentalement dans mon métier, entre comment moi j'ai des boucles de décision les plus courtes possibles et je peux être le plus efficace possible grâce à mes outils, grâce à tout, même comment je me mets mentalement dans la meilleure position pour pouvoir travailler. Comment je fais pour qu'à l'échelle d'une entreprise, l'organisation soit la plus efficace possible et que tous les individus puissent être productifs. C'est un processus assez itératif en plus, j'imagine que. Et puis il faut que tu, à mon avis, te battre au quotidien pour que ça reste toujours en place. Enfin, l'empowerment of people, etc. Faut pas que ce soit des paroles en l'air.
Oui. déjà, et je pense que ça demande c'est une bataille du quotidien, parce que peut-être les gens ont tendance à vite retomber dans les travers de la management dépendance ou les choses comme ça, non? Alors, je sais pas s'ils ont vite tendance à retomber dans les travers. Par contre, c'est vrai que nous, on est dans des entreprises qui grandissent. Et du coup, le fait de grandir oblige à réinventer et à repenser les systèmes constamment. On ne travaille pas à 2 comme on travaille à 10, comme on travaille à 30, comme on travaille à 100, comme on travaille à 5000. Et il y a toujours un peu de friction supplémentaire forcément plus on grandit. Mais voilà, le travail, c'est d'arriver à minimiser la friction pour qu'en fait, à la fin, on arrive quand même à. On peut vraiment se retrouver littéralement dans des systèmes où plus on ajoute des gens, moins on est productif et moins la boîte va délivrer. On en connaît plein des boîtes comme ça. Et ton expérience sur Capitaine Chouchou t'a aidé sur le projet actuel de MemoB? Énormément, parce que j'ai fait énormément d'erreurs. J'ai testé aussi énormément de choses et j'ai vécu cette croissance de 3 à 90, ce qui à chaque étape nécessite en gros tous les 6 mois, 1 an de repenser l'organisation de tout ça, quoi. Et justement, ça, quand une des facettes du succès de ta première entreprise, Captain Chouchou, a été de conquérir pas seulement le marché français, mais aussi le marché européen. Et ça, c'est assez rare. Si je me trompe, je peux me tromper, hein, tu me corriges si je dis une bêtise, mais j'ai l'impression que c'est assez rare, et on l'entend souvent, que justement les startups, même qui deviennent PME, ont du mal à franchir les frontières. Je pense que toi, est-ce que déjà, vous avez cette ambition-là avec MemoB, et quels sont justement, toi, ce que tu as appris de ta première expérience? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller et ce que vous allez mettre en place pour justement réussir cette expansion européenne? Oui, alors c'est pas quelque chose qu'on avait vraiment réfléchi avec Captain Chouchou. On était plus dans l'idée déjà de faire. Enfin, faut vraiment se mettre dans la mentalité de l'époque pour nous. C'était vraiment de dire, on va faire quelque chose de mieux qu'à l'époque Voyage SNCF. Voilà, c'est tout. Alors, on n'avait pas d'autre ambition que ça. En gros, on disait, c'est pas bien. On va faire quelque chose de bien, selon nos standards. Et puis, on s'est pas dit, il va falloir qu'on. Enfin, il y avait plein de paramètres qu'on n'avait pas en tête. On a vraiment foncé bien en tête, mais on n'avait pas tellement réfléchi au marché, la façon dont il fallait faire du marketing, plein de choses. Donc en fait, on était vraiment juste dire, allez, on fait un bon produit. Et petit à petit, on s'est rendu compte que la problématique déjà du marché, c'était de faire du volume, parce que faible marge égale gros volume. Donc il fallait aller vendre beaucoup de billets. Et on s'est rendu compte aussi que le problème qu'on avait en France se retrouvait un peu partout en Europe. En gros, partout où il y a un réseau de ferroviaire, on avait cette problématique-là. Donc, assez pareil, un peu bêtement, on s'est dit, on va aller faire ça en Allemagne, puisqu'ils ont aussi un gros réseau ferroviaire, donc ils ont aussi un opérateur historique qui n'est pas forcément terrible. Donc allons en Allemagne, et puis on verra bien ce qui se passe. Donc on a recruté quelqu'un en Allemagne, on a fait notre première, évidemment, presque... on n'a pas forcément recruté la bonne personne, mais petit à petit, on a commencé à vendre des billets, et ça a commencé à fonctionner. Et puis on s'est dit, bon, bah, on va aller le faire en Espagne, on va aller le faire un peu partout. Et à la fin, on s'est dit, bah, ce serait génial, en fait, nous, en tant qu'Européens convaincus, on se disait, ça serait génial si on avait juste un système que chaque Européen pourrait utiliser par réflexe, parce que le train, pardon, je l'ai dit, le ferroviaire, c'est un système de réflexe, c'est une problématique de réflexe, parce que en fait, je sais ce que c'est, un chouchou. Je sais ce que c'est un billet, donc j'ai pas besoin qu'on me l'explique, quoi. J'ai juste envie de l'avoir le plus vite possible. Et juste, je t'interromps. Comment ça s'est passé? Pour avoir travaillé avec des Allemands, d'autres pays européens, sans évidemment coller d'étiquette culturelle à qui que ce soit, j'imagine très bien le petit Français
arrivant en Allemagne et leur expliquer comment on va faire mieux que ce que vous avez fait pendant des années. Ça a dû être quand même assez cocasse. J'aurais bien aimé une petite souris à ce moment-là. Comment ça s'est passé exactement? Alors on leur disait pas ça évidemment. Et justement, ça c'est ça qui était assez cool dans notre compréhension du modèle européen et notre rencontre avec d'autres cultures, c'est que ça permet d'enlever pas mal d'étiquettes finalement, hein, et que les a priori qu'on a sur les gens, évidemment allemand rigoureux, enfin je sais pas quoi, il y en a plein, et en fait sont relativement faux, et encore plus faux dans le monde de l'entreprise. Et globalement, on est quand même assez. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont. Enfin, on n'est pas perdu, quoi. Dans un autre pays, que ce soit en Allemagne, en Suisse ou partout, quoi. Bah, il se trouve, typiquement dans le cas de l'Allemagne, on a discuté avec Deutsche Bahn assez rapidement. Et il y avait Deutsche Bahn France, et on a discuté avec eux, on a commencé à faire du business, etc. Et puis petit à petit, ça a tellement plu au président de Deutsche Bahn France que il a postulé chez nous et il est devenu mon directeur général. Super. Donc, il y a pas vraiment de. Enfin, j'ai pas rencontré beaucoup de clichés en fait dans mon aventure là-dedans. Ensuite, si on doit tirer des leçons de ça, donc nous, je te dis, j'ai pas beaucoup de. La première expérience n'a pas été vraiment très réfléchie. Alors, en tout cas, elle n'avait pas beaucoup de recul. On a fait les choses un peu naturellement, on a fait les choses sans se poser trop de questions, en disant c'est évident qu'il faut faire ça, donc on le faisait. Voilà, c'est aussi bête que ça. Maintenant, effectivement, sur la deuxième expérience, j'ai beaucoup plus de recul sur les choses. Et donc, mon premier réflexe, si je vais refaire la première expérience, ça serait d'aller beaucoup plus vite dans un premier pays, de mettre toute la boîte en anglais, typiquement. Donc ça nous a demandé énormément d'efforts, de tout refaire toute notre documentation. On avait des Allemands qui arrivaient, ils disaient mais je comprends rien. Tout en français. Alors le code était en anglais, et les commentaires en anglais, heureusement, mais en fait, on avait fait un peu l'effort, mais petit à petit, comme on n'était que dans un environnement français, il y avait quand même énormément de choses en français. Tout le monde se parlait en français sur le chat, voilà. Donc en fait, un Allemand qui débarque là-dedans, qui parle pas français pour le coup, il était complètement. Ça demandait un énorme effort. Et puis aussi tourner. Évidemment, nous on résolvait nos problèmes en tant que voyageur. Donc c'était hyper simple. Je le connais par cœur, le système ferroviaire français. Donc c'est simple pour moi de faire un produit. Et donc c'est simple pour tous les développeurs, tous les product managers. Mais quand il s'agit pour la personne qui s'occupait de l'Allemagne de dire j'ai ce problème-là au fait, et que personne ne comprenait quel était le problème, et que en fait personne n'écoutait, c'était forcément, il y avait alors on s'est soigné quand même, mais ça a été un gros problème au démarrage. C'est pour ça que là, mais je suis pas seul à le dire, je pense que n'importe qui a fait cette expérience va dire ça, un des premiers réflexes, c'est d'aller le plus vite possible, au moins dans un premier pays, à la fois pour avoir cette notion d'international, pour avoir des gens qui ne parlent pas français, et pour que toute la doc soit en anglais, pour que le troisième pays, le quatrième pays, en fait, ça soit des choses beaucoup plus naturelles et faciles, quoi. Ok. Et au niveau accounting, justement, comment ça se passe quand c'est comme ça? Tu as besoin de recruter du personnel avec des compétences particulières ou... On recrutait avec la même culture et avec les mêmes compétences que ce qu'on a essayé de chercher en France, globalement. Après, on faisait venir les gens en France avec l'idée qu'ils allaient revenir dans leur pays d'origine assez rapidement, ou en tout cas faire beaucoup d'allers-retours. Mais au début, ils étaient sur place, donc employés avec nous, dans la même équipe, dans les mêmes bureaux. C'était une époque où où tout le monde avait des bureaux et on allait tous au même endroit pour travailler. Et là, ça existe, ça? Ça existait. Est-ce que c'est que c'est drôle d'époque? Et justement, là, je reviens un petit peu, sauf si sur ce sujet-là, tu penses à d'autres points. Tu nous as parlé d'aller vite, de passer rapidement sa doc en anglais, de pas se focus sur le français, etc. Toi, d'ailleurs, dans une interview, tu disais qu'au niveau de l'anglais, tu n'avais pas forcément un niveau exceptionnel et que tu as dû bosser un peu cette partie-là de
C'est clairement quelque chose que j'ai négligé au cours de mes études, même si j'étais pas un mauvais élève, mais ça n'est pas quelque chose où je me suis dit c'est important pour mon travail. Oui, ça va être important vaguement de parler anglais, quoi. Mais je me suis pas dit. Pour moi, c'était moins important que les maths ou moins important que l'informatique ou d'autres choses. Alors qu'en réalité, on revient à ta première question sur les conseils que je me donnerais. Je dirais que ce serait la chose numéro un. D'ailleurs, si je le vois, enfin, je le fais avec mes enfants, mais bon, beaucoup de monde le fait. Hein, c'est pas, je me sens pas particulièrement intelligent de le faire, mais de les plonger dans des environnements en langue anglaise dès leur plus jeune âge, je sais que ça va leur changer leur vie, quoi. Et je sais à quel point moi ça m'a pénalisé dans des conversations où je me retrouvais d'un coup aux US, typiquement, où j'avais du mal à... Il fallait que je processe le truc, j'étais pas capable de répondre du tac au tac, avec des accents que je comprenais pas forcément. Et donc, je me suis senti vraiment nul par rapport à ça. Surtout que moi, pour le coup, j'ai fait allemand première langue. Allemand, latin, alors allemand, ça peut être intéressant. Latin, un peu moins au jour le jour, même si on y trouve toujours un intérêt. Mais l'anglais, pour moi, c'était un peu, c'était une langue comme ça, quoi. Et c'est un peu le conseil que je donne aux jeunes, aux élèves que je rencontre en école d'ingénieur ou dans ces moments-là, c'est l'anglais, en fait, ça devrait être le numéro un, parce que c'est la communication qui va faire qui va vous donner un boost dans votre carrière. Les gens qui ne savent pas communiquer, que ce soit en français d'ailleurs, hein, ou en anglais, sont forcément limités à un moment ou à un autre dans leur vie professionnelle. Qu'est-ce que tu fais justement avec tes enfants par rapport à ça ? Ça m'intéresse en tout cas. Mais ils ont une nounou de langue anglaise. Ils ont eu une nounou américaine. Là, ils ont une nounou anglaise et ils sont dans une école bilingue. De manière à ce qu'elle soit vraiment. Moi, j'ai 2 filles et je veux absolument que ça soit entièrement naturel pour elles. Après, on peut peut-être relâcher la pression sur les gens. Je pense que. Enfin, tu vois, moi, de mon point de vue, tu as tout à fait raison par rapport à l'oreille. On prend l'exemple des pays nordiques ou des Pays-Bas où les enfants regardent la télé en anglais, ils ont un anglais à l'école ici. Mais d'un autre côté, voilà, nous, on a été à l'école, on a fait un anglais classique, ça nous a pas empêché de nous développer dans nos carrières internationales. Ça handicape, évidemment, mais je pense qu'il faut arriver à placer le curseur. Parce que c'est vrai que, tu vois, des fois, on culpabilise peut-être en tant que père, ou mère d'ailleurs, de ne pas mettre la pression sur l'anglais à ses enfants comme ça. Mais voilà. Disons que c'est plus simple de le faire tôt. Ouais. Qu'après coup. Et je me dis que jamais, à moins de vivre les 20 prochaines années dans un pays anglophone, jamais je n'atteindrai un niveau, ni même le niveau d'ailleurs des gens que je rencontre des pays nordiques. Et ça a fait quand même, oui, je suis d'accord qu'on s'en sort. Et je suis d'accord d'ailleurs que c'est pas si grave parce que peu de gens font attention à ça finalement dans le monde professionnel. C'est pas parce qu'on a un accent ou autre. Par contre, ça met quand même dans une position un petit peu stressante. Alors maintenant, pour le coup, c'est naturel et je le fais vraiment sans même réfléchir parfois. Mais dans les premières années, je me disais, je sentais quand même un complexe d'infériorité à me dire bon bah, en fait, ouais, je suis pas au niveau, quoi. Non, mais clairement, moi je me rappelle mes premiers mois chez Dresserand où quand le téléphone sonnait avec un indicatif étranger, je décrochais pas le téléphone parce que j'avais peur de répondre. Justement, j'avais peur de pas comprendre, d'avoir l'air stupide, etc. Avec du recul, ça paraît tellement fou, mais c'est vrai que voilà, je comprends ce que tu dis par rapport à ça. Si tu peux prendre de l'avance par rapport à ça. Et c'est vrai que malheureusement, le niveau dans les écoles, même si moi je suis surpris, dès la maternelle, ils font un peu d'anglais, etc. Mais bon, quand on entend certaines maîtresses qui ne savent pas parler anglais et qui mettent des vidéos YouTube pour apprendre aux enfants l'anglais parce qu'elles-mêmes ne pratiquent pas, bon voilà, ça fait un peu réfléchir, quoi. J'ai interviewé Cyril Pierre de GR, je sais pas si tu le connais d'ailleurs. Non.
Non, tu connais pas. Pareil, un ingénieur qui a fondé des boîtes. Là, actuellement, il est le fondateur de Rocket School. Et on a eu donc un échange sur un des épisodes. Et il me disait que lui avait eu un parcours aussi assez successful avec ses entreprises. Et aujourd'hui, ce qu'il aimait en France, c'est justement l'écosystème de Business Angel et l'envie qu'ont les entrepreneurs à succès de repartager ce qu'ils ont eu eux-mêmes et ce qu'ils sont. Comment tu nous as dit que tu étais toi-même Business Angel. Est-ce que tu peux nous dire déjà qu'est-ce que c'est, nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et pourquoi tu t'es aussi positionné dans ce rôle-là? Alors, je me suis positionné assez naturellement parce qu'effectivement, on a toujours dit que les modèles US fonctionnaient parce qu'il y avait des réseaux de business angels qui étaient extrêmement performants et massifs surtout. Si on compare encore les réseaux de business angels américains et européens, je crois que c'est de l'ordre de 10 fois plus gros. Donc il y a une vraie grosse différence et il y a une culture de quand j'ai un peu d'argent de côté. C'est pas forcément beaucoup d'argent, hein, mais j'ai un peu d'argent de côté, je vais aller le mettre dans un projet auquel je crois. Et je suis prêt à prendre un peu plus de risques du coup que juste de le placer dans la banque. Et j'ai dit ce mot. C'est un bon jeu, j'aime bien. Donc il y a ça effectivement, et on a toujours dit que les écosystèmes qui fonctionnaient bien, et donc le système US fonctionne bien parce que ces business angels existent et qui sont là au début de chaîne, là où c'est le plus à risque, là où les projets sont les moins fiables, les entrepreneurs aussi les moins aguerris, mais c'est pas pour ça qu'ils peuvent pas avoir des bonnes idées et faire des beaux projets. Donc je pense qu'il y a un réflexe de tout l'écosystème d'avoir intégré complètement cette leçon et de se dire il faut que quand moi j'ai tiré les fruits d'une vente ou que j'ai mis un peu d'argent de côté, il faut que je réinvestisse dans l'écosystème parce que c'est ça qui va contribuer à la création de valeur, à la création de richesse, à la création d'emplois. Et donc c'est important. Ça, je pense que tout le monde l'a intégré et je connais même pas en fait d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses qui réussissent un projet d'une manière ou d'une autre. Il y a plein de façons de le réussir d'ailleurs, qui mettent un peu d'argent de côté. J'en connais pas qui ne réinvestissent pas derrière. C'est le premier réflexe. Et après, on a aussi un système génial en France qui permet de réinvestir, qui incite fiscalement à réinvestir, alors je me rappelle plus exactement du terme, mais en gros on a la capacité. Donc moi j'ai revendu mes parts que j'avais dans ma boîte, et j'ai eu la possibilité de mettre une partie de cet argent dans une holding, et si je réinvestissais la moitié de l'argent que je passais dans la holding dans les 2 ou 3 ans, je pouvais avoir ce qu'on appelle un report d'imposition, donc je n'étais pas imposé sur mon revenu. Donc c'est un mécanisme qui est assez intéressant et qui permet donc d'isoler de l'argent que en gros la personne, moi, ne récupère pas cet argent à titre personnel, mais le mettre dans une structure dans le but d'investir. Et ça c'est vraiment très efficace, et tous ceux qui sortent un peu d'argent d'un projet le font parce que en fait c'est évident qu'il faut c'est le meilleur moyen de le faire, tout simplement. C'est comme ça généralement qu'on devient business angel. Tu as été conseillé justement quand excuse-moi, je vais faire la comparaison avec quand tu gagnes une loto, la Française des Jeux, j'imagine, te conseille pour placer ton argent ou en faire quelque chose d'intelligent. Est-ce que toi, sans comparer ça à gagner au loto, même si ça doit ressembler un petit peu, est-ce que toi justement, sérieusement, est-ce que tu as été conseillé ou tu as eu des sollicitations néfastes, comment ça s'est passé justement l'après? Oui, pas mal de sollicitations forcément. Dès qu'on est on est dans les échos et qu'on fait une des plus grosses exits françaises, c'est sûr qu'on est sollicité. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement par conseil choisi quelqu'un pour m'accompagner là-dedans, et qui me permet au jour le jour de gérer ça intelligemment, de diversifier mes investissements, de comprendre fiscalement, parce que ça reste quand même un beau un beau bazar. Il faut quand même bien comprendre ce qu'on fait. Donc j'ai quelqu'un qui m'accompagne là-dessus.
Et voilà, et c'est aussi simple que ça finalement. C'est pas très complexe. D'accord. Pour rester sur le sujet, justement, tu disais donc tu investissais de l'argent dans des entreprises. Quels sont tes critères de sélection, justement, pour voir si ton investissement va être pas forcément rentable, mais en tout cas vaut le coup? Est-ce que tu as des critères particuliers, et est-ce que justement la sustainability, l'écologie font partie de tes critères aujourd'hui prioritaires? Alors le premier critère, c'est quand on investit, pour moi en tout cas, mais c'est vraiment des recettes que tout le monde a, je pense, c'est l'équipe. Donc souvent, j'investis dans des équipes soit auxquelles j'ai déjà confiance, dans lesquelles j'ai déjà confiance parce que je connais bien les personnes. Il y en a un certain nombre qui sont sortis de ma première boîte dans lesquelles j'investis. Et il y a aussi la partie projet. Il faut évidemment que j'y crois. Donc il y a généralement ces deux facteurs qui comptent. L'équipe étant évidemment le numéro 1 sur la liste, quoi. Parce que un projet, ça peut évoluer. Des fichiers Excel, ça change aussi. Des business plans, ça veut jamais rien dire. Donc c'est souvent quand même l'équipe qui est le plus important, et c'est l'équipe qui va se débrouiller pour, si elle n'est pas sur la bonne piste, changer de piste. Et puis c'est pas très grave. Et après sur la partie sustainability, ça je le fais plutôt dans mes investissements non start-up, on va dire, où je fais attention à ce que quand je place de l'argent, il y a un bilan carbone. J'investis pas dans les choses auxquelles que je n'aime pas et qui sont évidemment des gros émetteurs de carbone. Ça maintenant les banques, les systèmes, enfin tout le système de régulation fait qu'on peut avoir cette information, et c'est très demandé par ceux qui investissent. Du coup, on peut avoir l'info et on peut écarter les investissements qui émettent pas mal de CO2. Donc tu mélanges pas les deux critères, tu mélanges pas les deux évaluations, c'est... Je sais pas vraiment ce que ça veut dire. J'investis souvent dans des boîtes qui font du logiciel, donc par définition, à moins qu'elles fassent du Bitcoin, et ça je n'investis pas là-dedans, elles n'émettent pas de CO2. Oui, d'accord. Mais tu vas pas cibler en priorité des projets, même SaaS ou logiciels ou quoi, qui vont aider à transiter. Déjà, il y en a peu. Ouais. Et deuxièmement, il faut qu'ils me soient présentés. Donc, ça fait deux choses, qui fait qu'il y en a pas forcément beaucoup. Et après, je pense aussi qu'avec le logiciel, ça permet quand même, le logiciel est consommateur d'énergie quand on fait n'importe quoi avec, comme avec des bitcoins. Mais en toute logique, si on prend l'exemple de Memo, vu toutes les évolutions de logiciels et le fait qu'on ait tout repensé de zéro, mécaniquement, si on atteignait la taille de nos concurrents historiques, aujourd'hui, on consommerait largement moins de CO2 parce qu'on serait beaucoup plus efficace en termes de logiciel, en termes d'équipe, en termes d'organisation. Donc je pense que tout projet qui aujourd'hui essaie de rebâtir sur des bases plus saines va par définition être plus efficace et donc consommer moins de CO2. Et c'est quoi un projet dans lequel tu crois? Tu nous as dit que tu avais ton critère, c'était l'équipe, et un projet dans lequel tu crois. C'est quoi un projet dans lequel tu crois, en fait? C'est quand les fondateurs m'ont convaincu. Mais là, il faut pas seulement qu'ils soient beaux parleurs. Enfin, convaincus dans quel sens? Ouais, mais dans le sens où on dit souvent qu'il faut investir uniquement dans ce qu'on comprend. Bon, c'est vrai, et puis c'est pas forcément vrai. Je pense qu'il faut aussi... en fait, le truc, c'est que souvent, la valeur qu'on apporte dans une industrie, c'est dû à la capacité de comprendre l'industrie et de voir quels sont les éléments de cette industrie qui sont grippés là où, en fait, on pourrait changer une pièce pour que ça marche mieux. Et on peut pas connaître toutes les industries, donc faire confiance à une équipe, ça permet de se dire, OK, lui, il va être assez malin, assez intelligent, ou elle va être assez curieuse pour comprendre là où elle peut apporter de la valeur,
là où l'entreprise peut vraiment se placer, comprendre le marché. Donc ça, je peux pas non plus comprendre sur tout. Donc je suis loin de comprendre toutes les industries dans lesquelles j'investis. Par contre, ce qui est intéressant, moi, à titre personnel, c'est que justement, ça me permet de comprendre certains trucs. Donc quand j'investis, par exemple, chez Agricool, alors là, pour le coup, on est dans une démarche vraiment d'écologie et comment, en gros, on nourrit tous les humains de la Terre sans la détruire. J'y connais rien en fruits et légumes, quoi. Donc je dois faire confiance forcément à Guillaume, le fondateur, pour que ça fonctionne bien et qu'à la fin on ait des résultats qui soient incroyables. Et je crois énormément à ce type de projet, mais c'est pas pour ça que j'en suis un expert. T'es un expert en pruneaux. Ah, je suis pas mal en four, notamment. Alors, je sais pas mal comment fonctionne un four à pruneaux d'Agen. Ouais. Le Sisyphe, Jean-Daniel, le Sisyphe du pruneau. Ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Et non, mais ce qu'on dit, là, je rejoins ce que tu dis. Je dis sérieusement, un bon vendeur, c'est pas quelqu'un qui va vendre justement un frigidaire à des Esquimaux, mais un bon vendeur, c'est quelqu'un qui va vendre de la valeur. Et je pense qu'arriver à convaincre, plus tu vends de la valeur, plus tu résous un problème évident, il est facile de convaincre. Et je pense que toi, tu te laisses entre guillemets, t'es sensible à ça. Je veux dire, enfin, quand tu dis convaincre, c'est voilà, tu sens que la personne, elle va apporter de la valeur quelque part, quoi. Je suis très sensible aux personnes qui essayent de résoudre des problèmes de fond de manière ambitieuse. Donc si on revient sur Agricool, c'est vraiment un problème majeur. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, on ne peut pas nourrir comme on nourrit aujourd'hui les pays les plus avancés, comme en Europe, aux US. On peut pas nourrir l'intégralité de la terre comme ça. C'est juste pas possible. Mécaniquement, c'est pas possible. Il y a pas assez de terre pour cultiver. La façon de cultiver a un peu évolué dans les dernières années, dans les 100 dernières années évidemment. Mais on n'a pas non plus fait x10, quoi. Et on utilise des surfaces qui sont monstrueuses pour cultiver, simplement parce qu'on cultive en 2D, quoi. On cultive à plat et on cultive dans un substrat qui est le moins pire pour les fruits et légumes, mais qui est pas forcément non plus génial. Et donc on peut tout à fait inventer des systèmes. Guillaume parle de paradis du fruit ou paradis du légume, où en fait les fruits et légumes poussent beaucoup mieux avec 10 fois moins d'eau, 100 fois moins de surface, pas de pesticides. Enfin, je veux dire, pour moi, je comprends même pas que ce soit pas un problème qu'essaie de résoudre tout le monde, en fait. Et pour moi, j'adore ce genre de sujet où en fait le problème il est évident. L'approche elle est aussi en fait logique, tout est logique dans le truc, c'est une continuité. La question c'est juste de le faire, en fait. C'est Super. Souvent ça, hein. Super. Je cherchais un interlocuteur justement sur ce sujet-là et je ne savais pas par où commencer. Donc, je te demanderai les coordonnées de Guillaume en off. Ce sera un prochain invité. Il est ingénieur, rassure-moi. Oui. Ah bon, ça va. Parce que je m'interdis d'inviter des non-ingénieurs. Désolé pour une ingénieure. Il n'y a aucun jugement de valeur, mais c'est quand tu lances une ligne éditoriale, malheureusement, tu t'enfermes dans un truc. Il faut bien faire des choix. Qu'est-ce que du coup j'essaye de sans vouloir me répéter et te faire répéter, on a eu tes critères d'un point de vue investisseur. Quel conseil tu donnerais aux personnes justement qui se présentent devant toi? Enfin, j'imagine que c'est pas une salle de classe, mais voilà, on imagine, ils se présentent devant toi. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui pour les personnes qui veulent lever des fonds et qui amèneraient un projet et qui voudraient justement obtenir quelque chose, pas de toi, hein, d'un business angel, hein, pas de toi en particulier. Je veux pas que tout le monde t'appelle demain pour. Non, mais avec plaisir. Non, mais c'est deux choses assez différentes de convaincre un business angel et de convaincre un investisseur professionnel. D'accord. Ce sont des choses. C'est à différents moments de la vie de l'entreprise. On va pas convaincre des business angels une fois que la boîte coûte très cher et juste pour qu'il ait un pouillème de l'entreprise. Donc souvent on contacte des business angels en amont, au début du projet, et puis on contacte des investisseurs professionnels ensuite. Et donc généralement des business angels se laissent convaincre par
par des choses qu'ils comprennent, qu'ils connaissent ou sur lesquelles ils ont envie qu'ils ont envie de comprendre. Souvent, c'est souvent ça. En tout cas, c'est mon cas. Donc moi, j'investis dans des gens qui ont des problèmes relativement simples, qu'ils essayent de solutionner avec de manière relativement simple, mais par contre, avec beaucoup d'ambition. Parce que le but, évidemment, de ces projets, si je reprends Agricool, c'est pas de faire 3 fraises, quoi. C'est pas marrant. On s'en fiche. C'est cool, mais le but, c'est de changer la façon dont on va se nourrir pour que derrière, tout ce qui est terre agricole redevienne de la forêt comme ça aurait toujours dû être. Voilà. Et qu'on puisse nourrir, évidemment, 7 milliards de personnes et bientôt bien plus. Mais du coup, tu te projettes, enfin, j'ai écouté, enfin, je connais un peu du coup ton parcours en ayant écouté un petit peu, on en a peut-être moins parlé ici, mais voilà, c'est une de tes caractéristiques, un de tes traits de caractère. T'es quelqu'un qui a de l'ambition, qui a toujours essayé de voir un peu grand. Donc, indirectement, tu te projettes un peu dans la personne qui va venir ou dans le projet qui t'est proposé. Tu te projettes, enfin, t'essayes justement de dire, voilà, moi, mes facteurs de réussite, ça a été justement d'être ambitieux. Et du coup, oui, mais parce que c'est ça, mais c'est mon monde, c'est l'écosystème aussi, c'est l'écosystème start-up. Il n'y a pas de start-up ambitieuse. Sinon, c'est pas une start-up. Et c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas du tout, encore une fois, comme tu disais, c'est pas un jugement de valeur. Il y a des entreprises qui sont faites et à partir du jour 1, elles sont rentables. Et ben très bien, c'est super. Demain, tu fais une boulangerie, une boucherie, elle sera rentable, elle sera efficace, ça marche bien, tu vas générer un revenu et c'est génial. Bon, mais ce genre de business-là n'a pas besoin d'investisseurs qui vont prendre des risques. Moi, je suis dans un modèle et un écosystème où on va essayer de prendre le maximum de risques pour résoudre le plus gros problème possible à l'échelle mondiale et apporter le plus de valeur possible. Donc, c'est juste une question de dans quel monde on évolue. Mon monde, c'est celui-là. Ok. J'ai encore quelques questions, malgré le fait qu'on arrive, on a passé les 50 minutes, je vais quand même les poser parce que quand on a un invité de ce calibre-là, voilà. Ah oui, j'avais dit, Jean-Daniel aime bien quand il passe de la pommade, on m'avait dit ça en off, je sais pas. C'est pas du tout. Il y a deux choses. À un moment donné, tout au début de l'émission, pour ceux qui vont écouter, tu as parlé de chance. Et moi, c'était une question qui m'était venue parce que des gens qui ont des projets comme les tiens, à la base, il y en a beaucoup. Et je me suis dit, mais merde, à un moment donné, il a eu un fantastique coup de bol quand même, Jean-Daniel. Non ? Ouais, tu le reconnais, mais est-ce que aussi... Oui, mais ce serait fou de ne pas le reconnaître. Il y a un alignement des étoiles, mais il y a eu aussi un facteur X, tu penses ? Il y a eu un truc qui a fait que... Il y a une partie de chance dans tout projet, il y a une partie de chance dans tout, dans toute rencontre sportive, dans la vie de manière générale. Il y a toujours une partie de chance. Et nous, on en a eu beaucoup. Comme je t'ai dit, on n'a pas forcément bien réfléchi. Aujourd'hui, sur Memo, enfin, c'est un projet qui est réfléchi. On a analysé le marché, on sait ce qu'on fait. On est beaucoup plus rigoureux qu'on aurait pu l'être sur Captain. Et donc forcément, il y a une partie de chance, il y a une grosse partie de chance dans tout projet. On a rencontré les bonnes personnes, on était au bon moment, on a eu des réflexions qui n'étaient pas forcément très intelligentes, mais ils ont quand même fonctionné. Par exemple, on est rentré sur un marché uniquement parce que le marché s'ouvrait. Donc le 5 février 2009, le marché de la billetterie ferroviaire s'est ouvert. Suite à une décision de l'autorité de la concurrence, un truc qui a été démarré en 2002, donc 7 ans après. Nous, on arrive ce jour-là, on lit le truc dans le monde et on se dit, bah allez, on démarre le projet. On aurait pu tomber sur une autre idée, quoi. C'est juste que voilà, et on s'est dit, si le marché s'ouvre, c'est qu'il y a un marché. C'est pas du tout logique, ça n'a pas de sens. C'est pas parce qu'un marché s'ouvre qu'il y a un marché. Il restait un gros monopole et tout, mais on y est quand même allé. On n'a pas trop réfléchi. Donc oui, il y a une partie de chance d'avoir pris pas forcément les bonnes décisions, mais que ça ait marché quand même, quoi. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. À un moment donné, c'est quand même contre-intuitif parce qu'on dit toujours en marketing, si tu pitches, déjà tu peux pitcher parce que si tu es tout seul à avoir l'idée, c'est qu'il y a un loup quelque part à un moment donné. Alors, t'es pas les seuls à avoir l'idée. Mais pareil, on a eu de la chance que tous les autres soient médiocres, quoi. Ouais. Et est-ce que des fois, vous avez eu envie d'abandonner ? Ça vous a traversé ? Est-ce que des fois, ça vous a traversé l'esprit ?
Non, on n'a jamais eu vraiment de doute. On n'est pas, je pense que c'est pas notre état d'esprit d'avoir des doutes. On fonce beaucoup. On est des fonceurs, je pense, et on n'a pas de. C'est une qualité et un gros défaut aussi. Donc on s'est jamais dit qu'on allait échouer en fait. Peut-être, oui. Peut-être. Et puis oui, oui, jusqu'au bout, quoi, jusqu'à la dernière seconde. Je me rappelle Alors maintenant, lever des fonds, c'est un peu plus simple. On a des gens qui lèvent des fonds même quand ils n'ont pas besoin. On a des gens qui lèvent des fonds pour avoir 3 ans ou 4 ans de run rate. Nous, on levait des fonds parce que le mois d'après, en fait, on n'avait plus d'argent dans les caisses. Et c'était pas la même époque. C'était plus dur de lever. On était sur un projet qui n'était pas forcément évident, avec beaucoup d'ambition. Mais on n'a jamais, on s'est dit oui, ça peut échouer. On n'est pas fou non plus, mais on a toujours cru un peu, toujours foncé un peu tête baissée, quoi. Et justement, par rapport à ça, une question qui m'était, quand j'ai préparé l'émission, quel regard quel regard tu portes quel regard tu portes aujourd'hui sur le parcours de tes amis ingénieurs? Enfin, on se connaît un petit peu. T'as un groupe d'amis qui a fait un peu la même école que toi, la même promotion que toi. Quel regard tu portes sur leur parcours à eux, justement, et sur ce qu'ils font au quotidien dans des jobs peut-être beaucoup plus classiques? Ouais, je sais pas si moi je considère pas que j'ai un parcours qui soit chacun son métier, quoi. Et chacun suit un peu ses passions et ses envies. Et moi, mon envie, c'était d'entreprendre, mais ça aurait pu être autre chose. Et eux n'ont pas un parcours classique versus moi qui ai un parcours. C'est sûr qu'il y a sûrement moins d'entrepreneurs, mais il y a des ingénieurs qui font des choses extrêmement spécialisées aussi, où ils sont uniques quasiment au monde parfois. Et donc, d'une certaine façon, ils n'ont pas un parcours classique, même s'ils sont dans une grosse entreprise ou autre. J'ai pas voilà, donc c'est ça un peu ma position. C'est chacun fait selon ses envies. C'est vrai qu'il y a une sorte de moule quand même dans une école d'ingénieur. Il y a un moule qui est, alors en tout cas à notre époque, je sais pas si ça a changé, à mon avis pas énormément, mais à notre époque, quand on sortait, la voie classique, c'était je vais dans une grande entreprise, je vais chez Renault, je vais chez Total, je vais dans le truc le plus gros possible, et puis on nous disait bon alors en fait votre but du jeu, c'est tous les 2 ans, il va falloir gravir un échelon. Si vous passez plus de 3 ans dans un poste, c'est qu'il y a un problème. Et puis petit à petit, vous allez jouer avec la concurrence et vous allez monter comme ça, monter en salaire, monter. Il y avait une sorte de voie évidente et logique et que tout le monde devait emprunter, qui était la voie du management, où le but du jeu, c'est je vais petit à petit dans ma carrière manager le plus de gens possible, et c'est ça qui va faire que j'aurai le plus de médailles sur mon torse, quoi. Et non, en fait, on se rend compte très vite dans le monde professionnel qu'il y a plein d'autres voies, il y a des voies de spécialisation. Il y a des gens, je pense par exemple à l'industrie du jeu vidéo, où il y a des gens qui sont extrêmement pointus, qui passent toute leur carrière à être les plus pointus possibles, qui managent personne de leur vie, mais qui sont des rockstars, que tout le monde s'arrache dans le monde entier, parce qu'ils maîtrisent un truc que personne d'autre ne sait faire. On a des gens qui vont faire de l'entrepreneuriat, on a des personnes qui aiment le management, on a des personnes qui aiment le management de beaucoup de monde, il y en a qui aiment le management de quelques personnes, il y en a qui aiment d'être dans des petites boîtes, d'autres dans des grandes. Et c'est surtout ça, moi je pense que j'aurais aimé qu'on m'apprenne ça, et pas qu'on le découvre, mais donc il n'y a pas forcément de jugement par rapport à la carrière des uns des autres. Je trouve que tout le monde à un moment arrive à suivre sa voie. Et c'est assez marrant de voir qu'on a des carrières finalement assez différentes et qu'on peut comparer, on peut en rire beaucoup. Donc c'est surtout ça qui, je pense, nous rapproche sur le plan professionnel, c'est que tout le monde est capable de se moquer de tout le monde dans sa propre activité, quoi. Ah, puis il y en a, ils finissent animateurs de podcast. Et ouais, voilà. Est-ce que justement, à ton niveau, tu fais un peu attention à ton image et à ce que tu dis? Bon, là, évidemment, tu t'es énormément préparé parce qu'on a des millions d'auditeurs. Ça fait une semaine que je suis sur le podcast. Je m'entraîne physiquement.
Ouais, bah il faut, tu t'as fait tes gammes, tu t'es appris. Ah non, mais blague à part, je t'entends dans les interviews par rapport à ta présentation de ton entreprise, par rapport à toi. Est-ce que tu t'es déjà défini un petit, tu as une espèce de storyline que tu essayes est-ce que tu t'entraînes à pitcher? Est-ce que tu fais attention à ton image maintenant, à ce que tu vas dire, les impacts que ça peut avoir sur ta société, etc. Je fais attention à ce que je dis, à mon image. Pas trop, ça m'intéresse pas trop, mais par contre, effectivement, ce que je dis, on se rend compte au fur et à mesure avec l'expérience et avec aussi ma position de fondateur, qui est une position assez spécifique dans une entreprise, que tout peut être interprété de diverses manières. Ça peut être bien interprété, mal interprété, complètement interprété de manière complètement différente de ce qu'on voulait dire. Donc effectivement, je fais attention désormais à ce que je dis. Je fais attention à qui je parle en fait, tout simplement. Mais c'est juste de la communication de base. Je vais pas faire une blague à toute mon équipe comme je vais faire une blague à mes potes, quoi. Et ça a pu m'arriver, mais ça fonctionne pas. Donc il faut effectivement forcément adapter sa communication à qui on parle. Après, je suis pas vraiment pour les communications extrêmement organisées. Donc j'ai aussi travaillé dans une entreprise qui nous a racheté, où il y avait beaucoup plus de monde et on faisait beaucoup plus attention à ce qu'on allait dire. Il y avait des messages précis, des choses qu'il fallait dire, des choses qu'il fallait pas dire, parce que on était c'est comme ça que ça fonctionnait dans cette entreprise-là, qui était assez ancienne. Moi, je suis pas trop dans ce mode-là, donc j'essaie quand même d'être un peu plus naturel, de pas trop préparer les choses justement, et d'essayer de comprendre plutôt la question qui m'a été posée plutôt que de placer mon message à tout prix, peu importe la question. Donc mais oui, on fait forcément attention à ce qu'on dit. Ok. Faudra, comme convenu, j'enverrai la bande de l'épisode pour la faire relire par tes conseillers avant de diffuser. on ira barrer et effacer tout ce que la moitié de l'épisode. La grande muette. Deux petites questions pour finir, mais peut-être des grandes réponses, j'en sais rien. La première, tu nous as dit d'un des facteurs qui a fait un des conseils que tu donnerais aux jeunes, c'est d'aller un peu mettre les mains dans le cambouis, de faire plein de métiers, etc. Aujourd'hui, c'est ce qui a fait un petit peu, ce qui t'a façonné en tant qu'individu. Tu as des enfants, des enfants auxquels tu peux tout donner. Ils vont avoir peut-être la possibilité de tout avoir. Comment justement tu fais pour retransmettre cette valeur travail, cette valeur de... Voilà, est-ce que tu penses à ça? Est-ce que c'est des choses qui te... J'y pense. Après, on fera le bilan dans 20 ans. Pour l'instant, ils sont encore un peu petits. Non, mais moi, je te dis ça parce que même moi, moi aussi, hein, j'ai 2 enfants. Et à chaque fois que je fais quelque chose, je me dis, j'essaye de réfléchir aux possibles conséquences. Et à un moment, je me suis dit, en fait, je crois pas. En fait, je crois que quoi qu'il arrive, on n'a pas besoin de te prendre trop la tête avec ça. Mais peut-être que toi, justement, je te pose la question innocemment, peut-être que tu as une autre vision du sujet. Hein, je suis assez persuadé que ça viendra et qu'il faut faire ses erreurs. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai vraiment toujours travaillé, toujours vécu en mode erreur, et voilà, on se prend des claques, on se prend des portes, on fait des bêtises, on pense des trucs, et on est sûr que c'est la vérité, et puis en fait on se rend compte qu'on a été un parfait abruti. Donc j'ai plutôt cette attitude-là, toujours cette attitude-là dans ma vie, et j'ai plutôt envie de transmettre ça en fait, de se dire finalement je dirais pas que je me suis débrouillé par moi-même, mais j'ai fait mes propres choix, et certains choix étaient bons, certains choix étaient mauvais, et j'ai toujours su, ou en tout cas essayé de réaliser que mes choix étaient mauvais quand ils étaient mauvais, et c'est pas donc j'ai plus une éducation moi personnellement de liberté par rapport à ça, et j'essaie plutôt d'être dans ce mode-là avec mes enfants. Mais ils savent pas encore qu'ils vont devoir aller pousser des chariots de pruneaux l'été dans quelques années. Ça, tu leur as pas dit encore. Non, pas encore, mais ils le feront, ça c'est à peu près sûr. Ouais.
Dernière question que je la pose à tous les invités. Qu'est-ce qui te fait encore rêver et qui te fait lever le matin, justement? Professionnellement parlant ou personnellement parlant, mais... Plusieurs choses. L'ambition, je pense, changer quelque chose de grand, essayer d'avoir une sorte de les Américains disent dent in the universe. Bon, peut-être pas aller jusqu'à là parce qu'ils sont souvent un peu mégalos, mais au moins d'avoir un petit effet, quoi. Se dire voilà, j'ai un peu modifié, donc je me dis que j'ai un peu modifié, par exemple, la façon dont l'industrie ferroviaire fonctionnait. Est-ce que je vais arriver à faire fonctionner de manière un tout petit peu différente l'industrie financière? Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse et enfin, où je suis content quand je me lève le matin de me dire qu'on fait un truc qui va dans ce sens. Travailler aussi avec des gens brillants, ça évidemment peut-être un poncif, mais c'est quand même une joie au jour le jour, quoi. Dire je travaille avec des gens qui sont tellement compétents, tellement meilleurs que moi, qui font avancer les sujets, et en plus qui sont sympas, avec qui vraiment j'ai du plaisir à travailler. Bah c'est un vrai gros plaisir. Ok, et ben écoute, je te propose que ce soit le mot de la fin. Je te remercie beaucoup pour ta dispo, pour ta participation. J'espère que tu as passé un bon moment. Bien sûr. Bien sûr. Et puis, je donne rendez-vous aux auditeurs pour le prochain épisode. Merci Jean-Daniel. Merci beaucoup Mathieu. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, comme d'habitude, partagez-le autour de vous. Notez-le 5 étoiles et laissez un petit commentaire. Merci à tous. À bientôt. Boujou.